La fille du roi des elfes, chapitre 4. Albéric revient sur terre après bien des années. Voici donc Albéric et Lyrazel sur le chemin du retour, parmi les arbres cerbères, elle, ne jetant qu'un dernier regard aux fleurs et aux pelouses que seuls les poètes profondément endormis ont pu contempler dans leurs rêves les plus audacieux, et se détournant pour exhorter Albéric à se hâter. Lui cherchant la voie tracée parmi les arbres désenchantés de sa main. Mais elle ne le laissa même pas choisir son chemin et continua de l'entraîner loin du palais légendaire. Et par-delà la voie terne et désenchantée, tracée par l'épée d'Albéric, les autres arbres se mirent à avancer pesamment vers eux, et leur allure devint étrange quand ils atteignirent leurs congénères, frappés d'immobilité dont les branches pendaient, apathiques, dépourvues de tout mystère et de tout pittoresque. Quand ils furent plus près, Lyrazel leva la main. Ils firent tous halte, sans approcher davantage, tandis qu'elle continuait de presser Albéric à se hâter. Elle savait que son père allait gravir les marches d'airain qui mènent au faîte de l'une des tours d'argent. Elle savait qu'il allait apparaître à l'un des balcons. Elle savait quelle malédiction il allait proférer. Elle entendit le bruit de ses pas résonner jusqu'au cœur de la forêt. Fuyant toujours, les deux jeunes gens traversèrent la plaine baignée de l'éternelle et féerique lumière bleue, sans que Lyrazel cessât de se retourner et de harceler Albéric pour qu'il se hâtât davantage. Le bruit des pas du roi des elfes gravissant les milliers de marches résonnait lentement, et Lyrazel espérait avoir le temps d'atteindre la frontière crépusculaire, épaisse et terne de ce côté-ci, quand soudain, comme elle se retournait pour la 100e fois vers les lointains balcons qui ornaient les tours étincelantes, elle vit, tout en haut du palais féerique, une porte qui s'entrebâillait lentement. « Hélas !» cria-t-elle à Albéric, mais au même instant leur parvint, de la terre des hommes, le subtil parfum de l'églantine. Albéric ne connaissait pas la fatigue, car il était jeune, ni Lyrazel, car elle était sans âge. Ils bondirent en avant, la main de Lyrazel dans celle d'Albéric. Le roi des elfes leva la tête, sa barbe pointa en avant, mais au même moment où il entonnait l'incantation magique qui ne peut être prononcée qu'une fois, les jeunes gens franchirent la frontière crépusculaire et l'incantation vacilla et troubla ces terres que Lyrazel ne foulait déjà plus. Quand le regard de Lyrazel découvrit nos contrées, aussi nouvelles pour elle qu'elles le furent jadis pour nous tous, leur beauté la ravit. Elle rit à la vue des meules de foin, et elle aima leur cocasserie. Une alouette chantait, et elle lui parla. L'oiseau ne parut pas la comprendre, mais elle vit d'autres merveilles, car tout était nouvelle pour elle, et elle oublia l'alouette. Curieusement, ce n'était déjà plus la saison des campanules, car les digitales étaient en fleurs. L'aubépine avait disparu, remplacée par la rose sauvage. Albéric ne comprit jamais cela. C'était le petit matin et le clair soleil donnait de tendres couleurs à notre terre. Lyrazel prenait plaisir aux choses les plus ordinaires qui sembleraient pourtant faire partie des spectacles familiers de notre vie quotidienne. Elle était si heureuse, si gaie avec ses cris de surprise et son rire, qu'Albéric découvrait au bouton d'or une beauté insoupçonnée et remarquait soudain l'allure cocasse des charrettes. À chaque instant, elle s'extasiait joyeusement à la vue de quelques trouvailles, trésors dont la beauté était alors restait inconnue d'Albéric. Et comme il la regardait faire naître en nos contrées une grâce plus délicate encore que celle des roses sauvages, il s'avisa que sa couronne de glace avait fondu. C'est ainsi que, venu d'un palais de légende jusqu'en ces régions dont je n'ai guère besoin de parler, puisqu'elles font partie de cette terre familière, que les siècles changent si peu et pour si peu de temps, Lyrazel arriva le soir au château avec Albéric. Tout était changé au château des Aulnes. À la grille, ils rencontrèrent un garde qu'Albéric connaissait. À leur vue, il ouvrit de grands yeux. Les serviteurs qu'ils croisèrent dans le hall les dévisagèrent avec étonnement. Albéric les connaissait aussi, mais ils avaient tous vieilli. Et il comprit que durant l'unique journée qu'il avait passée au Bleu, royaume enchanté, 10 années s'étaient écoulées. Nul n'ignore qu'ainsi vont les choses au royaume enchanté, et pourtant, qui eût pu n'être pas saisi comme le fut Albéric en faisant cette découverte ? Il se tourna vers Lyrazel et lui expliqua que 10 ou 12 ans avaient passé depuis son départ. Il n'obtint pas plus d'effet qu'un pauvre homme qui, ayant épousé une princesse de sang royal, lui annonce qu'il a perdu 2 sous. Le temps n'avait pour Lyrazel ni valeur, ni signification, et la pensée de ces 10 années perdues ne l'émut point. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que signifiait le temps pour nous. Albéric apprit que son père était mort depuis longtemps, et on lui raconta comme il était mort heureux, sans impatience, confiant qu'Albéric mènerait à bien sa mission. Car il avait quelques notions des mystères du royaume enchanté et savait que ceux qui commercent avec les forces d'ailleurs
possède un peu du calme éternel où baigne ce royaume. Malgré l'heure tardive, ils entendirent monter de la vallée le son du marteau du forgeron. C'était lui, qui avait été jadis le porte-parole des hommes venus jadis parler au roi des aulnes dans sa longue salle rouge. Tous étaient encore vivants, car si le temps passe dans la vallée comme partout sur notre terre, il passe tranquillement, et non pas comme dans nos cités. Albéric et Lyrazel se rendirent ensuite chez le frère, pour lui demander de les marier selon les rites chrétiens. Mais quand le frère vit la beauté de Lyrazel étinceler parmi les pauvres reliques de sa petite église, dont il avait orné les murs de menus babioles qu'il achetait parfois dans les foires, il éprouva aussitôt la crainte qu'elle ne fût pas de lignée mortelle. Et quand il lui demandait d'où elle venait et qu'elle, s'étant approchée, lui répondit avec insouciance « Du royaume enchanté », le brave homme joignit les mains et lui expliqua consciencieusement que c'est un pays qui échappe au salut. Mais elle sourit, car jadis au royaume enchanté, elle avait vécu dans le bonheur et l'insouciance, et désormais, elle ne se souciait que d'Albéric. Le frère s'en fut donc consulter ses livres pour savoir ce qu'il fallait faire. Il fut longtemps dans un silence troublé par le seul bruit de sa respiration, tandis qu'Albéric et Lyrazel attendaient debout devant lui. Il finit par dénicher dans son livre une sorte d'office, utilisé jadis pour le mariage d'une sirène qui avait renoncé à la mer. Et bien que le bon livre ne parlât point du royaume enchanté, il déclara que ceci conviendrait, car les sirènes, comme les elfes, échappent à la notion de salut. Aussi envoya-t-il chercher sa clochette et tous les cierges nécessaires. S'adressant alors à Lyrazel, il lui enjoignit de renier, d'abjurer et de renoncer solennellement à tout ce qui concerne le royaume enchanté. Il lisait lentement dans son livre les formules à utiliser pour cette salutaire occasion. « Bon frère, répondit Lyrazel, on dit dans vos contrées que rien ne peut traverser la frontière du crépuscule, et il vaut mieux qu'il en soit ainsi, car mon père possède 3 sortilèges, dont un seul prononcé par lui pourrait pulvériser ce livre si les paroles avaient pouvoir de traverser la frontière du crépuscule. Je ne veux pas rivaliser de sortilèges avec mon père. Mais je ne peux marier un chrétien avec l'un de ces êtres réfractaires qui échappent au salut, répliqua le frère. Alors Albéric la supplia, et elle répéta les paroles du livre, non sans ajouter « Quoique cette formule magique risque d'être réduite à néant si elle croise l'un des sortilèges de mon père. » Ensuite, comme on avait apporté la clochette et les cierges, le brave homme les maria dans sa petite maison, suivant le rite prévu pour les noces d'une sirène ayant renoncé à la mer.